Eh bien bonjour. Bonjour. Vous venez de publier justement un bel ouvrage sur justement citoyenne globale durant la Révolution. Cet ouvrage sera donc au cœur de notre échange et nous permettra d'aborder la question des gender studies, mais aussi votre métier d'historienne. Donc c'est pour cela que nous allons tout d'abord commencer par vous poser quelques questions sur votre parcours académique, qui sera un moment un petit peu plus court, et puis nous aborderons plus particulièrement donc, votre livre et l'histoire des femmes. C'est parti. Première question. Comment avez-vous appréhendé la réalisation d'une thèse et l'entrée en doctorat après plusieurs années d'enseignement? Avez-vous rencontré des difficultés durant ce parcours ou même peut-être fait face à des préjugés? Et est-ce finalement un parcours que vous conseillez à des femmes qui s'interrogent notamment sur comment concilier leur vie de mère, de foyer, mais aussi de chercheuse? Car c'est souvent en tant que femme, on a ces questions finalement de comment coordonner les deux. Donc voilà, c'est une petite question générale. Merci. J'espère qu'actuellement, c'est aussi des questions que se posent les jeunes chercheurs masculins, à savoir comment concilier sa vie, à la fois son métier, sa vie personnelle, et puis se lancer dans un projet de recherche. Donc ça, je pense que ce n'est pas forcément des questions qui se posent pour moi spécifiquement du côté du féminin. Voilà, de fait, j'ai enseigné plusieurs années. Donc avant de démarrer cette thèse, je n'ai pas enchaîné l'agrégation avec le doctorat, ce qui répondait à une envie de renouer avec la recherche après avoir eu ces premières années d'enseignement qui étaient nécessairement intenses sur le plan de l'entrée dans le métier. Voilà, donc des préjugés, non. J'ai préparé un contrat doctoral, j'ai eu la chance d'obtenir un contrat doctoral, ce qui m'a permis de réaliser cette thèse dans des conditions idéales, puisque du coup ça veut dire qu'on a un financement, qu'on décerne aussi des heures d'enseignement. Moi j'aime beaucoup l'enseignement, donc ça m'a aussi permis de pas quitter l'enseignement, mais de renouer avec l'enseignement d'une autre façon au niveau universitaire. Donc je dirais que ça s'est fait quelque part dans de très bonnes conditions grâce à l'obtention de ce contrat. C'est encore une autre paire de manches quand on doit mener une thèse sans financement et qui plus est à un âge plus avancé, qui peut en effet aussi être un âge où on a une vie de famille qui nécessite nécessairement du temps. Et donc aujourd'hui, vous êtes maîtresse de conférence à Rennes 2, et qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement dans votre métier, et aussi qu'est-ce qui vous plaît le moins? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est l'articulation de l'enseignement et de la recherche, ce qui est quand même un grand luxe, et puis une source inépuisable de renouvellement, puisque on peut à la fois... les deux se nourrissent en fait, et la recherche, c'est un éternel recommencement en fonction des nouveaux projets qui sont amenés à se déployer, et recommencement aussi du côté de l'enseignement, parce que nos thématiques d'enseignement, elles bougent, elles évoluent, elles se nourrissent continuellement en fait de nos recherches. Les deux sont pas du tout cloisonnés. Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Ce qui me plaît le moins, c'est difficile parce que c'est un métier quand même que j'ai emprunté après un parcours ça relevait pas forcément de l'évidence, après avoir passé une petite dizaine d'années dans l'enseignement secondaire, d'autant plus que je m'y plaisais. Donc je suis très heureuse en fait de cette issue. Et ensuite, ce sont des difficultés plus structurelles qui sont celles de l'université actuellement, les difficultés que vous connaissez, des difficultés budgétaires qui font que les équipes, que ce soit du côté des équipes administratives, des scolarités et enseignantes, souffrent quand même des surcharges qui peuvent être liées à ces problèmes de financement de l'université. Et pensez-vous, justement, vous parliez tout à l'heure des difficultés féminines et masculines vis-à-vis de ce parcours en recherche et la conciliation entre la vie privée, la vie personnelle et également le travail d'historien finalement, entre recherche et enseignement, ce qui fait qu'il y a quand même deux aspects du métier intéressants. Et pensez-vous aujourd'hui qu'être historienne, c'est un statut plus difficile que celui d'être historien? Et on revient à la question qu'on a posée justement avec M. Boucheron pour comparer finalement un peu vos réponses. Faut-il être une femme pour écrire l'histoire des femmes? Alors là, donc, voilà, deux questions. Deux questions en effet très différentes. Est-ce qu'être historienne, c'est plus difficile, je dirais de manière plus générale? Est-ce qu'être universitaire, c'est plus difficile aujourd'hui encore pour un homme que pour une femme? Les choses ont beaucoup évolué, mais les sociologues qui s'intéressent à cette question montrent bien qu'il y a des effets peut-être de plafond de verre, mais que plus on monte entre guillemets dans les grades, entre guillemets, parmi les professeurs d'université,
il y a quand même encore des décalages entre hommes et femmes. On retrouve ces décalages aussi, alors peut-être moins dans nos disciplines, mais quand même sur la capacité à aller saisir des post-docs à l'étranger, la question de la mobilité aussi. Donc c'est sûr qu'il y a des enjeux forts, il y a des différences qui sont toujours là et qui relèvent d'inégalités, ça c'est certain, et donc des enjeux qui sont toujours d'actualité. Ça c'est sûr, mais c'est moins dur aujourd'hui que dans les années 80. Je pense à ma directrice de thèse, Dominique Godino, mener une thèse de doctorat, devenir professeur d'université. Dans ces années-là, c'était encore une autre paire de manches quand même. Après, je pense qu'en effet, peut-être ça se complique si on veut véritablement aller jusqu'au bout de certaines grilles peut-être de carrière. Enfin, après, voilà, c'est des arbitrages à mener en fait, mais j'ose espérer que l'équilibre aussi de l'investissement des hommes et des femmes dans la parentalité devrait quand même résoudre une partie du problème. Voilà. Ensuite, l'autre question, donc est-ce qu'il faut être une femme en fait pour faire de l'histoire du genre? Alors là, je pense non, absolument pas. Évidemment que non, même si de fait, quand on regarde les bibliographies, ce sont surtout des historiennes qui ont jusqu'ici le plus écrit en histoire des femmes et du genre, mais pas que. La grande collection d'histoire des femmes en Occident, Georges Duby y était investi. On a des historiens qui travaillent sur ces questions, évidemment. Et voilà, après, c'est aussi une histoire qui s'est construite pas du côté du militantisme, parce que c'était une histoire savante, scientifique, distanciée, mais toutefois, l'enjeu d'écrire l'histoire des femmes à l'époque où celle-ci était très, très, très invisibilisée dans l'histoire, il y avait bien derrière des préoccupations féministes qui étaient aussi adossées, peut-être pas à des engagements militants, mais en tout cas à des convictions. Quand même. Donc ça explique aussi ce tropisme où on a plus d'historiennes. Je pense que c'est en voie de rééquilibrage. On l'observe aussi parmi les jeunes docteurs, où on voit qu'on a quand même une plus grande mixité qui est en train de se développer et qui risque de se confirmer. Enfin, qui risque, au contraire, qui va certainement se confirmer. Et c'est une très bonne chose dans tous les cas. Ça donne de l'espoir pour les hommes qui sont présents ici dans cette salle. Vous pouvez faire de l'histoire des femmes. On va passer justement sur le deuxième temps de cet échange. On va se concentrer justement sur comment faire l'histoire des femmes. Et donc déjà, merci pour le partage sur votre parcours qui nous inspire et qui nous donne confiance aussi pour la suite de nos études. Donc la première question, c'est, avant de nous lancer, pour l'ensemble des personnes qui nous regardent ici dans la salle, mais peut-être ceux qui nous regarderont en manière rediffusée, c'est de juste donner quelques mots pour définir les courants historiographiques de vos travaux, c'est-à-dire dans quel courant vous vous inscrivez, et les définir en quelques mots, donc par exemple l'Aristotéliste ou autre que je n'ai pas pensé. Oui, alors c'est encore un peu différent les champs et les courants. C'est sûr qu'il y a trois champs historiographiques qui se dégagent. C'est évidemment l'histoire de la Révolution française, qui est elle-même tissée, nourrie et enrichie de toute une série de courants, que ce soit l'approche par l'histoire des idées, par les pratiques politiques. Alors moi, je me situe plutôt du côté de cette approche par les pratiques politiques, la question des mobilisations, de la politisation aussi, qui est une notion qui a beaucoup préoccupé les historiens. Donc il y a cette dimension-là. Il y a évidemment l'histoire du genre qui est centrale, qui est la colonne vertébrale de la réflexion. Et puis c'est aussi un livre qui s'inscrit dans une histoire régionale. Donc il y a toute une historiographie aussi régionale, spécifique, l'histoire de la Bretagne, qui est fondamentale aussi pour l'élaboration de ce livre. Donc histoire du genre. Et puis effectivement, vous avez parlé d'histoire par le bas. Donc c'est Subaltern Studies. On parle de studies, mais ça a été aussi beaucoup mobilisé évidemment dans l'historiographie française et particulièrement dans l'histoire de la Révolution française, où il y a toute cette longue historiographie qui s'est intéressée aux mobilisations populaires, aux foules, à la circulation des rumeurs, aux insurrections armées, aux mouvements sans culottes. Donc là, clairement, on est dans une histoire des mobilisations populaires qui nous ancre dans cette histoire par en bas. Alors, dès les premières lignes de votre livre, au sein même de l'avant-propos, vous justifiez votre choix de ne pas utiliser finalement l'écriture inclusive, mais surtout vous rappelez en fait toute la complexité de la langue française vis-à-vis de la présence féminine en fait derrière des mots.
Et du coup, on se demandait, face à ce silence finalement de la langue, que vous pouvez voir au sein de vos sources, comment parvenir à restituer justement la place des femmes dans ces sources, et existe-t-il tout de même des petits indices qui vous permettent d'établir vraiment la présence des femmes? Alors oui, j'ai inséré cette... c'est pas un avertissement, mais je sais pas, peut-être j'avais besoin de m'en expliquer pourquoi j'utilisais pas l'écriture inclusive pour un ouvrage qui effectivement se donne pour objectif de rendre visible aussi une participation féminine longtemps occultée. Donc là, c'est un choix qui est lié aussi à la simplicité de la langue, mais évidemment, c'est une préoccupation que j'avais. Et face aux sources, c'est en effet un problème, surtout lorsqu'on étudie des mobilisations populaires et collectives, où on fait face à des qualificatifs génériques, le peuple, les rebelles, on ne sait pas trop. Mais bon, et puis surtout avec le présupposé qu'une foule est nécessairement masculine à partir du moment où elle est insurgée. Donc là, c'est toute la question de réussir à débusquer les femmes. On y arrive assez bien avec les archives judiciaires, dès lors qu'on a des prévenus qui sont inculpés, des dossiers de témoins qui permettent d'approcher avec beaucoup plus de finesse en fait la composition de ces collectifs qui se mobilisent. Mais de fait, ça nécessite d'adapter son regard et en tout cas de toujours partir du principe que probablement elles sont présentes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles le sont, d'ailleurs. Par exemple, les insurrections en armes contre les châteaux, on peut partir du principe qu'elles sont présentes, mais de fait, une étude attentive montre qu'elles sont très largement absentes de ces formes d'insurrection. Voilà, donc c'est un questionnement à conduire sur chaque document, en fait, avec on parle souvent de chausser les lunettes du genre. Voilà, donc c'est ça, c'est d'être en alerte et de se questionner sans cesse sur ce point-là. Justement, lorsque l'on parle de l'histoire des femmes pendant la Révolution française, très souvent on aborde de grandes figures comme Olympe de Gouges. Par exemple, selon vous, l'enseignement scolaire, vu votre parcours dans le secondaire, comme vous le disiez au tout début, ne devrait-il pas également mettre en avant ces femmes que vous faites émerger au sein de votre livre, ces femmes qui finalement, jusque dans l'imaginaire collectif, subissent très souvent l'exclusion, et l'histoire par le bas ne devrait-elle donc pas finalement prendre une place plus importante dans l'enseignement, et même les moyens, mais vous décidez de comment les faire émerger également au sein des programmes scolaires, par exemple? Oui, je pense qu'il faut prendre la mesure des évolutions qui sont vraiment importantes et qui sont positives du côté de l'inscription dans les programmes scolaires, de dossiers, de points de passage au lycée, dans les programmes de lycée, qui mettent en avant la place tout simplement des femmes dans l'histoire. Donc c'est vrai que ça s'adosse souvent à des grandes figures. Donc par exemple, il me semble qu'au lycée, en première, un des points de passage, c'est autour de Manon Roland. Après, je pense que les grandes figures, c'est quand même une bonne entrée, notamment parce qu'on peut aussi manier l'approche biographique pour aussi intéresser les élèves, etc. Donc c'est pas quelque chose en soi de problématique. C'est sûr qu'on peut s'interroger sur le choix de ces grandes figures. Est-ce qu'on choisit plutôt une femme d'eux, ce qui est quand même quelque part le cas de Manon Roland? Est-ce qu'on choisit plutôt une figure issue peut-être d'une trajectoire ou d'un milieu effectivement plus populaire? Voilà, donc ça, on peut en effet y réfléchir, et je pense que les enseignants, en fonction de leur sensibilité, ils ouvrent aussi les choses vers d'autres figures. Et puis après, ce sont des événements comme la marche des femmes en octobre 89 sur Versailles qui la permettent d'aborder. En plus, on a beaucoup d'images, donc ça, c'est une entrée quand même qui permet d'aborder l'idée du populaire, du collectif, et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui désormais est enseigné. Donc c'est sûr qu'il y a toujours plein de choses à faire. Et après, il faut aussi, souvent, nous, on est spécialistes de notre objet. On voudrait toujours qu'il soit plus enseigné, mieux enseigné, on déplore, c'est pas assez enseigné. Bon, faut aussi se mettre à la place de qu'est-ce que ça signifie construire un programme scolaire à l'échelle d'une année scolaire, mais aussi en fait de tout un cursus dans le secondaire, et puis du temps, tout simplement. On court, nous, après le temps, et les enseignements du secondaire, ils courent après le temps. Donc voilà, je pense qu'on peut pas non plus toujours être dans l'incantation de voudrait plus ou mieux, mais en revanche, oui, réfléchir quand même, si on met des figures en avant, pourquoi on choisit celle-ci? Personnellement, je n'aurais pas choisi Manon Roland. Vous pouvez développer alors? Par exemple, j'aurais peut-être
Oui, je pense que j'aurais choisi. Elle est très intéressante, Manon Roland, hein, parce que justement, c'est l'idée de faire de la politique, de s'investir en politique, tout en estimant que les femmes n'ont pas, entre guillemets, leur place en politique. Donc, c'est extrêmement intéressant. Mais je ne suis pas sûre qu'on arrive, enfin que ce soit de prime abord l'aspect le plus évident en fait à expliquer aux élèves. C'est vrai qu'une figure, moi je suis assez attachée à la figure de Théroigne de Méricourt. Je trouve qu'elle est très intéressante parce que elle est née dans la principauté de Liège, elle arrive en France, donc elle vient aussi d'ailleurs. Donc c'est aussi l'idée des circulations, de comment aussi la Révolution attire. On en a d'autres, on a Mary Wollstonecraft, on a aussi Etta Palm Elders, donc ce sont des profils aussi très intéressants. Elle est à la fois investie, c'est une femme qui n'est pas mariée, elle est aussi en dehors des normes du mariage, donc ça permet de réfléchir aussi à la disponibilité biographique qui peut exister pour une femme pour l'engagement quand elle n'est pas mariée. Elle s'engage dans les clubs, elle s'engage dans les tribunes, elle rédige des pétitions. Elle demande le port des armes, ce qui permet de questionner la citoyenneté, une citoyenneté qui n'est pas que le droit de vote. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'aspects pour envisager l'engagement féminin voilà. Moi, en tout cas, je dis que c'est le personnage que je souhaiterais travailler avec mes élèves au lycée. Donc, du coup, les Gender Studies mettent au cœur de leur recherche finalement les femmes. Mais comme on disait, elles sont difficiles à rendre visibles. Et dans votre 4e chapitre, justement, vous l'intitulez « Se faire entendre ». Mais finalement, quels sont les moyens dont disposent les femmes à cette époque pour se faire entendre, pour y parvenir, et quelles sont les sources principales qui retracent leur histoire ? Alors, c'est quand même assez différent dans le contexte de la Révolution française. Donc, si on se place sur le plan des milieux peut-être pas populaires, mais entre guillemets ordinaires, c'est-à-dire des milieux où on n'accède pas véritablement à l'impression de ses écrits. Ou, voilà. Y a quand même une frontière assez nette du coup, qui s'opère sous la Révolution sur le plan de l'environnement politique. C'est-à-dire que si on est du côté de la Révolution française, investi dans les cercles révolutionnaires, dans les sociabilités patriotes, on ne dispose pas des mêmes relais que si on est du côté des résistances à la Révolution. Donc là, se faire entendre dans le champ révolutionnaire, moi j'ai notamment travaillé donc, sur l'arène des clubs politiques, où effectivement elles ne sont pas membres des clubs, mais elles sont dans les tribunes, elles prennent la parole, elles peuvent prononcer des discours. Et puis c'est aussi se faire entendre par des gestes, c'est-à-dire que bien souvent, il y a plus de gestes que de prise de parole, en fait. Quasiment d'ailleurs toute prise de parole s'adosse à un geste. C'est parce qu'on fait un don pour la nation, concret, en argent, en vêtements, qu'on peut avoir l'occasion de prendre la parole. Donc c'était aussi ce lien entre les gestes et les mots. En dehors de ces clubs, de manière générale, c'est l'outil incroyable d'expression politique qui est la pétition. Sous la Révolution, la pétition comme outil d'expression démocratique qui peut être saisie par en fait beaucoup de personnes, y compris par des personnes qui sont loin de l'écrit, qui ne sont pas alphabétisées, qui vont réussir à se faire écrire des pétitions qui sont individuelles, qui sont collectives. Donc là, c'est un formidable outil et on voit que là, cet outil s'en saisissent aussi bien des pro-révolutionnaires, pour le dire vite, que des personnes, au contraire, davantage protestataires qui vont se servir de la pétition pour se plaindre. Et en Bretagne, particulièrement, du coup, pour se plaindre des réformes religieuses. Donc là, on voit qu'on peut utiliser un outil révolutionnaire pour critiquer des réformes révolutionnaires tout en étant issu des milieux populaires et en le faisant en plus dans un cadre paroissial qui n'est plus vraiment qui est quelque part discrédité. Donc là, ça devient, il me semble, très intéressant quand même sur la capacité à se faire entendre. Et donc, vous utilisez également beaucoup les sources judiciaires donc, au sein de vos travaux et forcément, du coup, ils mettent en avant finalement les femmes qualifiées de transgressives, des rebelles, entre guillemets. Et du coup, comment finalement éviter d'oublier les autres, toutes les autres, celles qui se conforment finalement à la loi, mais qui sont aussi investies finalement, qui sont engagées dans cette révolution? Bah oui, c'est l'éternel problème qui n'est pas réservé à l'histoire des femmes,
plus largement à l'histoire des milieux populaires, qui de toute façon effectivement sont plus visibles dans les sources de la répression, donc quand ils transgressent l'ordre établi, avec là des décalages vraiment importants à souligner, parce que en fonction des territoires, de l'attitude politique. Voyez, par exemple, à Paris, on va aussi réussir à atteindre des femmes très révolutionnaires, très radicales du côté de la Révolution par les archives judiciaires. Ce n'est pas le cas en Bretagne, où les révolutionnaires, les patriotes ne transgressent pas l'ordre établi. On ne les trouve pas dans les archives judiciaires, donc on va les trouver dans les clubs, mais c'est que les villes. Voilà, donc c'est compliqué. Donc là, il faut effectivement croiser les sources, c'est ce que j'ai essayé de faire, vraiment de les multiplier. C'est là où les pétitions permettent d'avoir accès à des actrices qui ne sont ni très engagées du côté de la Révolution, ni non plus du côté des résistances, mais qui se démènent plutôt pour survivre déjà. Donc ce sont toutes ces parentes de soldats, des mères, des filles qui s'adressent aux autorités pour obtenir des secours, le retour d'un proche. Donc là, on est quand même dans un dialogue politique, mais qui ne se fait pas sur une base de protestation. Et puis du côté des archives judiciaires, c'est aussi les témoignages, donc là la parole des témoins, qui permet de voir bien plus que la seule action des prévenus, en fait. Donc on voit bien que les femmes investissent en quelque sorte dans les sphères politiques, ou du moins ont un certain engagement, progressif ou non, par rapport à votre travail sur cet ouvrage. Toutefois, avant d'aller plus dans le détail, justement, il serait intéressant de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de nos adhérents sur une situation concrète que constitue la Révolution française, d'autant plus en Bretagne. Et c'est pourquoi je vais vous demander, en fait, parce qu'on parle des femmes justement dites rebelles, citoyennes, donc qu'est-ce que vous entendez sous ces termes, mais aussi qu'est-ce qu'une femme révolutionnaire, une femme dite, je mets bien des guillemets, contre-révolutionnaire, selon vous? Voit-on des différences dans l'engagement entre ces femmes et dans la perception de ces dernières au sein des sources? Et je pense à une différence aussi de motivation ou de sanction par les autorités, selon par exemple le genre. Est-ce que vous avez pu voir que les femmes étaient davantage sanctionnées ou pas par rapport par exemple à des hommes? Alors, donc là, la première question sur ces catégories citoyennes, rebelles, et justement, c'est toute la question, est-ce que ça recoupe ces catégories révolutionnaires, contre-révolutionnaires? Bon là, c'est des questions qui touchent pas spécialement, enfin qui sont pas spécifiques à la question des engagements féminins. Contre-révolutionnaire, c'est une catégorie extrêmement élastique, qui est d'abord produite par les autorités pour stigmatiser l'ennemi, pour stigmatiser l'adversaire. L'idée d'employer ces mots citoyenne ou rebelle, c'était d'y glisser un peu plus de jeu. À savoir que être citoyenne, ça veut dire plein de choses. C'est quelque chose que l'historienne Dominique Godineau, donc, qui a dirigé ma thèse, elle a beaucoup écrit sur cette question. La citoyenne, ça peut être tout simplement celle qui habite ce pays, désormais devenu libre, a priori, qui dispose de droits civils. Voilà, donc ça, c'est une définition de la citoyenne. Donc, quelque part, c'est toutes mes Bretonnes. La citoyenne, c'est l'épouse de citoyens, la mère de citoyens. Donc là, ça réduit un peu le spectre, mais pas tant que ça. Ou alors, la citoyenne, c'est celle qui s'engage pour la Révolution. Vous voyez, donc de toute façon, il n'y a pas une définition. C'est comme les poupées gigognes, c'est des définitions qui s'emboîtent. Et donc l'idée, c'était de travailler cette notion justement au croisement de mes différentes catégories d'actrices, avec par exemple cette question, est-ce que quand on signe une pétition pour réclamer un prêtre ennemi de la Révolution, mais que cette pétition prend comme argument la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous voyez, on utilise un outil de la Révolution, on s'en réfère aux droits, mais c'est pour contester les réformes de la Révolution. Voilà, je pense qu'on est du côté de la citoyenneté, mais d'une citoyenneté qui n'est pas exactement celle des citoyennes qui fréquentent les tribunes des clubs politiques. Et du côté des rebelles, alors là, dans les sources, si on veut avoir une vision qui n'est pas anachronique, c'est sûr, les rebelles, ce sont celles qui sont investies dans la chouannerie, du côté du culte réfractaire, etc. Donc la chouannerie, cette insurrection qui traverse les régions de l'Ouest entre 1994 et disons, le début du consulat. En revanche, moi, c'est une question que je me pose. Rebelle, en fait, ce qui m'ennuyait, c'est que rebelle ne soit associé qu'aux contre-révolutionnaires. Parce que actuellement, j'ai l'impression, dans notre vie politique contemporaine, rebelle a plutôt une connotation
positive. C'est aussi le cas du côté de l'imagerie pour les enfants, etc. Les livres, voilà. Rebelle, c'est résister contre des carcans, la domination, voilà. Donc du coup, c'est compliqué. Elles sont où les rebelles ? Est-ce que c'est celles qui embrassent la révolution ? Est-ce que c'est celles qui la contestent ? Donc c'était aussi l'idée de jouer sur ce mot pour questionner où est la transgression. Finalement. Et la transgression, eh bien, elle se joue à plusieurs échelles. C'est la transgression vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de l'État, c'est la transgression dans la famille, vis-à-vis des hommes, de la parenté, c'est la transgression vis-à-vis du voisinage, quand on est minoritaire par rapport à... voilà, donc en fait, l'idée, c'était de poser des questions avec ces mots, sans les définir avec des frontières bien voilà, je ne voulais pas rigidifier en fait ces groupes. On voit bien du coup que les requêtes finalement sont vraiment engagées, donc que ce soit dans la contre-révolution justement comme vous dites, ou dans les actions révolutionnaires. Les travaux de Dominique Bonino ont mis en avant justement l'existence de clubs féminins en France, mais vous avez relevé que vous, en Bretagne, vous n'en avez pas retrouvé. Peut-être, est-ce que vous avez des hypothèses de pourquoi finalement c'est pas allé jusqu'à la création d'un club féminin, pourquoi les femmes se contentent finalement juste d'être présentes via les tribunes et pas finalement pleinement intégrées? Là, c'est vraiment des questions un petit peu complexes, mais peut-être une hypothèse, pourquoi en Bretagne c'est comme ça que ça se joue? Oui, c'est vrai qu'au départ j'ai été un peu déçue et au final je me suis surtout dit que c'était très très intéressant de voir qu'effectivement on n'a pas de création de clubs féminins. Bon, il faut voir qu'il y a d'autres régions où il n'y en a pas non plus, mais là en tout cas c'est confirmé que c'est plus largement dans l'Ouest français, on n'a pas de club de femmes. En revanche, on a des sociétés de bienfaisance féminines qui se rangent du côté de la Révolution, qui sont placées sous la tutelle entre guillemets d'un prêtre constitutionnel, donc d'un prêtre révolutionnaire qui participe aux fêtes de la Révolution, qui sont en lien avec le club politique révolutionnaire, mais elle s'appelle Société de bienfaisance. Donc elle conserve un terme traditionnel qui est aussi relié aux religieux. Donc c'est quand même différent de ces clubs de femmes qui vont se nommer Société des Amis de la Révolution, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans la vie des clubs, les quelques clubs bretons pour lesquels on a des sources, il arrive que la question soit posée. C'est le cas par exemple à Saint-Servant. Un membre propose que les femmes puissent entrer dans le club, donc que le club devienne mixte, et un autre membre préférerait qu'elles créent leur propre club. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on voit que finalement, du point de vue des clubistes, il paraît plus problématique et peut-être plus subversif que les citoyennes intègrent leur cercle plutôt qu'elles créent leur propre cercle. Et on retrouve aussi à Lorient une proposition de créer un club de femmes qui est proposé par un membre masculin et qui finalement n'est pas suivi des faits. Voilà, donc évidemment, je n'ai pas de réponse tranchée, mais je pense que c'est quand même lié au contexte régional où les révolutionnaires étaient quand même dans une situation... Ils étaient sur la défensive face à un mouvement de résistance, un mouvement contre-révolutionnaire qui était quand même puissant et qu'ils se serraient les coudes. Et se serrer les coudes, ça veut dire aussi exprimer l'unité entre révolutionnaires, ce qui ne laisse pas forcément de place à l'expression de réclamations, de demandes, entre guillemets, plus catégorielles. C'est-à-dire les femmes qui demanderaient des droits pour les femmes, pour le dire très vite, les pauvres qui demanderaient les droits pour les pauvres. Voilà, c'est caricatural, mais voilà, c'est ça l'idée de demande catégorielle. Or, ils font front entre patriotes, entre révolutionnaires pour défendre la révolution qui paraît attaquée. Et donc ça, je pense que c'est quand même un enjeu, l'idée de faire front et de rester unis. C'est parce qu'il y a ce climat, ils sont sur la défensive. Et il y a peut-être un autre enjeu, c'est aussi que pour ces citoyennes, quand même, avoir accès aux clubs, aux tribunes des clubs masculins, même si c'est dans un cadre inégalitaire, ça leur permet aussi de pousser certaines de leurs demandes et de les faire avancer face à ces citoyens qui ont du pouvoir.
parce que les hommes qui sont dans les clubs, ils n'occupent pas tous des fonctions publiques, mais une partie d'entre eux occupent des fonctions publiques, ils sont insérés dans les mécanismes du pouvoir local. Et donc quand on voit les citoyennes des tribunes, justement, porter leurs pétitions, leurs lettres, leurs demandes vis-à-vis de leurs proches quand ils sont à la guerre ou d'autres questions liées à leur quotidien, je pense que c'est aussi une arène qui leur était utile. Donc ça, on a déjà 2 éléments de réponse. Peut-être pas trop. Il y en a d'autres, du coup, qui sont présentés dans le livre, mais là, je dirais que c'est les 2 principaux. Justement, vous montrez que là, il y a un côté où les personnes sont unies avec, ensemble, donc moi, la scission, en fait, féminine et masculine. Mais vous montrez aussi dans votre livre que parfois, c'est pas aussi clivant en tant que juste une personne individuelle. J'ai en tête notamment le cas de Jeanne Marie, où vous montrez qu'elle a des positions, des fois, qu'on peut associer plutôt à une citoyenne, et d'autres fois un peu rebelle. Alors après, avec toutes les cloisons que vous avez dit, justement, ne pas associer révolutionnaire et contre-révolutionnaire, mais vous montrer que c'est pas aussi clivant en réalité sur un parcours par exemple des fois individuel et que finalement une seule personne peut avoir un peu les 2 idées. Donc est-ce que vous pouvez peut-être développer sur ce point ou peut-être que j'ai mal compris aussi. Donc il s'agit elle s'appelle Laurence Rappé et c'est une paysanne du pays de... Non, vous inquiétez pas parce qu'en fait il y a aussi une Jeanne Rappé, donc moi-même parfois je peux les confondre. Non, elle s'appelle Laurence Rappé, c'est une paysanne de la région de Redon. Donc quelque part on pourrait dire elle est rebelle. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que ça rentre pas forcément dans les cases qu'on admettrait de prime abord pour définir révolution contre révolution, si vous voulez. C'est-à-dire que à la fois, elle va s'engager dans des luttes sociales, des luttes agraires, donc finalement pour défendre des droits d'usage sur des terres. Donc elle est à la tête d'une insurrection où elle est probablement armée et elle guide donc une troupe de paysans avec son frère. Elle n'agit pas toute seule et son frère qui est un homme assez puissant, un paysan, mais un paysan prospère, pour aller briser comme ça des clôtures. Et puis voilà, donc les actions qui étaient menées pour résister contre la clôture des terres. Donc on est sur la question de la défense des droits collectifs, mais qui est aussi rattachée à des enjeux qui sont ceux du droit à l'existence. Qui est bien un principe qui est défendu par les révolutionnaires. Et elle est aussi mobilisée quasiment à quelques jours d'intervalle. Donc quand elle est arrêtée, elle a 2 chefs d'accusation sur le dos parce qu'elle est aussi à la tête d'une troupe de femmes qui s'en prend à un curé qui vient de prêter le serment à la Révolution. Donc on voit qu'elle est mobilisée sur le terrain religieux, sur le terrain agraire et social, si vous voulez, et que ce n'est pas du tout, évidemment, contradictoire. C'est pour ça que les étiquettes qu'on construit a posteriori, qui sont celles de réaction, conservateur, conservatrice, en fait, ça ne marche pas très bien pour cette époque-là. On dit souvent qu'il y a en Bretagne 80% du clergé qui est réfractaire, contre par exemple seulement 20% à Paris. Est-ce que finalement cette sorte de clivage que l'on voit entre réfractaire et constitutionnel peut un peu se retrouver aussi dans l'engagement des femmes finalement? Est-ce qu'en Bretagne, on a plus de femmes qui sont contre la Révolution, alors qu'ailleurs, on en a peut-être moins? Ou est-ce que finalement, cette catégorisation n'est pas opérante finalement pour la Bretagne? C'est toute la question de la place du genre dans les mobilisations religieuses. Donc ça, c'est un aspect, je pense, qui occupe une place assez importante dans mon travail. Finalement, au départ, c'est un stéréotype, le stéréotype de la fanatique. Donc les femmes seraient plus engagées en religion et les femmes seraient plus hostiles à la Révolution pour des raisons religieuses, parce qu'elles défendraient les curés ennemis de la Révolution, les curés réfractaires. De fait, elles sont très engagées dans les luttes religieuses. Mais c'est pareil du côté des révolutionnaires. Les citoyennes qui sont dans les clubs politiques, une grande part aussi de leur action civique est liée au soutien au curé constitutionnel, donc le curé révolutionnaire, ou bien ce sont aussi des actions de bienfaisance auprès des pauvres, des indigents, qui ont aussi bien souvent une dimension assez proche des œuvres à dimension charitable qui étaient adossées aux sociabilités de l'Église. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que ces luttes religieuses, elles sont très largement mixtes, malgré tout. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne sont pas plus engagées sur certains aspects de cette mobilisation. Mais en Bretagne, ces mobilisations religieuses pour défendre le clergé réfractaire, dans les campagnes, c'est beaucoup moins le cas dans les villes, mobilisent les communautés, hommes et femmes. Donc là, finalement, le genre
fonctionne pas à plein, loin de là. Mais en revanche, certaines catégories de femmes paraissent plus investies en religion, spécifiquement investies en religion, et donc sont aussi plus réprimées quand elles s'engagent pour le clergé ennemi de la Révolution. Ce sont des choses qui ont été étudiées aussi pour l'époque moderne. On peut penser aux travaux de Scarlett Beauvalet-Boutouiri, qui a beaucoup travaillé sur la figure de la veuve, de la sainte veuve, la figure aussi des religieuses. Voilà. Donc là, Sarah, c'est vous la spécialiste maintenant. Voilà. Donc on sait qu'il y a aussi... pour ces veuves, mais aussi pour des célibataires vieillissantes, l'Église pouvait apparaître comme un soutien matériel, mais aussi un soutien qui offrait une forme de respectabilité, etc. Donc de fait, quand on était très investi dans la vie de la paroisse, quand celle-ci vacille sous l'effet de réforme, eh bien ces femmes-là, elles sont en tête de la mobilisation. Eh bien, on va finir ce temps sur l'histoire des femmes engagées durant la Révolution française, sur des questions qui vont nous permettre de prendre un peu de recul aussi. Donc 2 questions. Peut-on considérer la décennie 1789-1799 comme une première expérience massive de politisation des femmes, où la prudence s'impose-t-elle? Et enfin, reste-t-il dans les mémoires populaires des souvenirs ou des traces de ces engagements féminins? Première période d'engagement massif, c'est difficile le mot massif. Les sources nous orientent vers les plus militants, toujours, qui sont les plus visibles. Mais oui, ce qui est certain quand même, c'est que la Révolution française, à deux égards, c'est-à-dire à la fois sous l'effet de la démocratisation de la vie politique, qui ouvre des espaces de débat politique, et aussi on a parlé des pétitions, des outils d'expression politique sans commune mesure avec la période précédente. Je ne sais pas, de masse peut-être pas, mais en tout cas il y a une ouverture. Il y a une ouverture de la participation, c'est évident. Et ensuite, ce sont les conflits, les conflictualités liées à la dynamique révolutionnaire, à ces 2 dynamiques affrontées de révolution et de contre-révolution, qui effectivement font entrer le politique dans la vie quotidienne. Mais alors là, on a déjà des précédents, c'est-à-dire que tout contexte de conflit civil, on peut penser aux guerres de la Ligue, on peut penser à la Fronde, enfin voilà, ces contextes de guerre civile qui ont marqué l'époque moderne ont été aussi des moments de politisation. Voilà. Donc c'est toujours difficile de dire la première, voilà, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a ce qui s'est déjà vu, c'est la dimension période extrêmement conflictuelle qui rentre dans les catégories de la guerre civile et qui fait que la politique, quelque part, se glisse un peu partout, il faut bien l'avouer. Et ce qui est nouveau, c'est cette démocratisation de la vie politique. Alors, on va clôturer avec une petite question un peu décalée. Voilà, ça nous finit comme ça, on a fait pareil avec Patrick Bouchon, donc une petite question anodine mais décalée. Alors du coup, oui, Flavie, tu me dis. Alors, on va vous demander quel est votre dessert préféré. Mon dessert préféré? Alors moi, j'adore les desserts. Donc là, vous me posez vraiment une colle. Je pense que je dirais comme les enfants, le gâteau au chocolat, tout simplement. Mais ma liste pourrait être très longue. Bon, on va peut-être pas faire toute la liste des desserts maintenant, et on va clôturer cet entretien. Déjà, en vous remerciant de nous avoir répondu positivement pour cet entretien, pour nous avoir présenté un livre, voilà, qui m'a grandement plu en lecture. Je pense que aussi c'est vrai. Donc on vous invite à tous le lire. Voilà, on a 2 exemplaires. Et je remercie également le PUR qui nous a donné un des exemplaires pour l'association, donc les adhérents et autres. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le découvrir en dehors de la bibliothèque universitaire et plein de lieux où vous pouvez retrouver ce livre. Voilà, je souhaite aussi remercier les adhérents qui nous ont aidés à faire cette captation. Le public qui se faisant, vous ne les voyez pas derrière la caméra, vous les voir, mais avec qui vous pourrez échanger si vous le souhaitez tout à l'heure, si ça a un peu de temps à nous accorder. Et ensuite, remercier le CREA qui nous a prêté ce matériel avec l'association Sénart, donc merci à eux. Et enfin, Sarah, je te remercie d'avoir répondu positivement aussi à cette demande pour l'entretien, car on n'a pas assez parlé de toi, mais Sarah, vous avez travaillé, voilà, Madame Mabo a encadré Sarah dans le cadre de son mémoire, et je parlais, si tu veux, tu peux aussi dire sur quoi tu travaillais à nos adhérents. Oui, du coup, moi j'ai travaillé sur les religieuses rennaises pendant la Révolution française, donc sous la direction de Solène Mabo.
un très bon moment. Je conseille. Céline Lebeau, directrice de recherche, c'est vraiment un encadrement surtout un très bon mémoire lié au sérieux, à la pugnacité et à la détermination de Sarah. Surtout, je vous remercie tous, le public, vous qui avez aussi géré la technique. Voilà, merci beaucoup.